Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous faire dans Présente, puisque je vais converser non pas avec un artiste, mais 4. Aujourd'hui, je suis au Houloc avec Jean Clarac, Lénie Ribéré, Mathieu Rocchini et Romain Vicari. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Si nous sommes si nombreux et nombreuses aujourd'hui, c'est pour parler de l'exposition Boys Don't Cry que j'ai eu le plaisir d'organiser avec ces 4 artistes dans le cadre du cycle Rebelote. Pour faire bref, le Houloc, ce sont des ateliers à Aubervilliers qui regroupent une vingtaine d'artistes. Et ce mois-ci, ils ont convié 4 commissaires à penser une exposition avec les artistes de leurs ateliers. Particularité ici, nous avons tiré au sort les noms de celles et ceux avec qui nous allions travailler. C'est donc un heureux hasard qui m'a poussé à recevoir Jean Clarac, Lénie Ribéré, Mathieu Rocchini et Romain Vicari pour le 13e épisode de Présente. Bonjour les garçons. Bonjour. Vous êtes prêts, ça va ? Alors, Boys Don't Cry, c'est une exposition qui aborde la question des masculinités. À travers vos œuvres, Lénie et Mathieu, on voit d'abord se dessiner un certain nombre d'injonctions qui sont faites aux hommes, soit fort, ne pleure pas, n'aie pas peur, soit viril et courageux. Puis émergent au fur et à mesure d'autres possibilités d'existence, d'autres possibilités d'envisager son corps et sa sexualité. On sort un peu de l'hétéronormativité, donc, avec les œuvres de Romain et Jean. Du coup, je vous propose qu'on navigue un peu dans cette exposition et qu'on parle un peu des œuvres qui la composent. Mathieu, quand on rentre dans l'espace d'expo, un des premiers trucs qui nous saute aux yeux, c'est cette mini-moto. Le premier truc. Ce petit engin qui pourrait sembler ne rien avoir à faire là, a en fait été ton outil de travail pour réaliser une des œuvres qui se trouve dans l'expo. Exactement, oui. En fait, il s'agit d'une mini-moto, mais ce qu'on appelle une pocket bike, ce qui était très très à la mode il y a une dizaine d'années en fait. Ce sont des petites motos, mais réellement des motos miniaturisées, mais avec un vrai moteur thermique, donc c'est un 50 cm3, et c'est vrai que ça envoie quand même de la gouache. Et ces petites motos, en fait, pour la petite histoire, il y a de ça une dizaine d'années, du coup, je me suis retrouvé à la foire du trône un jour, et il y avait un stand avec un forain qui... ce qu'on pouvait y gagner, c'était justement des pocket bikes. Et il y avait des petites tables en verre, rond, et le but du jeu, c'était de lancer les pièces de 1 €. Et si tu arrivais à laisser ta pièce sur cette table-là, tu repartais avec une pocket bike. Ce qui fait que, et le type y arrivait forcément à tous les coups, tu vois, le forain. C'était génial, quoi. Du coup, je me suis entraîné pendant une semaine chez moi sur une table pour y arriver et tout. J'ai mis 20 € de pièces de 1 €. Je suis retourné sur le stand et malheureusement, c'était un échec cuisant. Mais du coup, j'ai toujours eu l'idée d'avoir cette petite moto. Et puis finalement, après, au fur et à mesure de ma pratique, ça a évolué sur d'autres médiums. Et j'ai eu l'occasion maintenant, avec Le Bon Coin ou d'autres trucs du genre, de pouvoir acquérir cette petite machine. Et du coup, en faire un usage totalement différent. Oui, parce que là, du coup, ça devient presque un pinceau, quoi. Exactement, ouais. C'était essayer d'écrire, en fait, de laisser une empreinte sur... on va essayer d'être assez descriptif, du coup, parce que pour nos auditeurs et auditrices... Oui, ils viendront à l'expo. En fait, c'est des dérapages qui sont faits avec cette petite moto, mais qui, du coup, pour le coup, est plus accessible. Donc, on arrive à dessiner, même si l'engin est assez puissant et assez lourd. L'idée, c'était au préalable, donc j'avais peint une sorte de panneau, en fait, à la bombe de peinture pour avoir une sorte de ciel un peu comme ça évanescent, quelque chose qui à mon goût était très beau, et venir en gros le saboter avec ce genre de dérapage, quoi, fait avec cette petite moto, donc quelque chose de complètement brutal et finalement assez précieux dans l'idée de l'outil. Et ces dérapages, on appelle ça en anglais des burns. Du coup, par rapport aussi à la thématique de l'expo, il y a quelque chose qui est assez rigolo, parce que burn, B-U-R-N, devient un peu burn en français, donc une sorte de corrélation. C'est marrant, je l'avais pas du tout celle-ci. Mais donc voilà, c'était un peu cette idée de rompre et de vandaliser aussi. Et ce côté un peu viril, un peu costaud, où on voit des mecs avec des gros bras faire des trucs de bonhomme, etc.
On le retrouve très vite dans l'expo avec cette fois-ci l'œuvre de Léni Ribéré, dont je suis ravie de montrer ici parce que Léni, toi, on te connaît surtout pour tes peintures, mais tu as aussi tout un travail vidéo parce que tu récoltes plein d'images qui ont été semées sur internet. Là, ce sont des vidéos que tu as trouvées et elles sont pas toutes jeunes du tout, ces vidéos. Non, c'est vrai que moi j'ai un travail qui est essentiellement basé sur l'image et j'ai toujours, dans un premier temps, un besoin de recherche, et ça peut être des images de toute origine et de toute époque. Et là, pour le coup, pour cette exposition, en fait, j'ai trouvé des rushs VHS des années 90 où c'est un amateur qui filme d'une manière très voyeuriste des mecs hyper musclés, un peu bodybuildés, même sur la plage, sur la plage de Venice Beach, en fait. Et je suis parti avec 12 heures de rush et je suis allé compiler, trier pour faire une sorte de petit zapping assez rapide, de petites séquences un peu drôles, que j'ai replacé pour l'exposition sur un panneau publicitaire, en fait un panneau LED, donc avec beaucoup de pixels et une image très vive, avec des couleurs très flash. Et en fait, il y a toujours un côté un peu social et anthropologique quand j'utilise des images. Et là, pour le coup, il y a vraiment l'importance en fait du contexte premier de ces images. Le fait que ce soit Venice Beach, déjà, c'est un haut lieu du culturisme qui est très connu pour ça. C'est aussi maintenant aujourd'hui une sorte de spectacle sur la plage, de parade. Il y a un truc un peu ambigu, un peu ridicule là-dedans, je trouve. Mais assez tendre aussi d'ailleurs, je trouve. Assez tendre, en fait, tendre dans le côté où le culturisme, c'est pas le but de l'épreuve de force, tu vois. C'est vraiment le côté concours de beauté, se montrer. C'est le corps-objet, comment est-ce qu'il devient un produit de consommation, de désir, comment ça devient une sorte de sexualité. Et là, le fait qu'en fait, ces mecs qui paradent, qui dragouillent un peu sur la plage, le fait qu'ils soient filmés à leur insu, avec un truc voyeuriste, il y a un peu ce côté de retournement, quoi. C'est chasseur-chassé. Voilà. Mais là, c'est vraiment le corps, sujet de désir, que je trouve assez drôle. Donc en fait, l'œuvre, elle s'appelle du coup Beefcake. Parce que il y a toute cette ambiguïté. Beefcake, c'est une expression anglaise qui signifie un peu mec balèze, monsieur muscle, assez vulgairement. Et en même temps, il y a ce côté pièce de viande, quoi, pièce de jambon. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et il y a aussi un jeu par rapport au fait que ce soit justement sur un panneau publicitaire, quoi. Oui, en fait c'est ça. C'est aussi, moi je mets toujours un peu en rapport à l'espace, l'association qu'il peut y avoir dans les œuvres dans une exposition. Et là en fait ce panneau de pub, vu qu'il est très pixelisé, plus on se rapproche, plus ça nous pique les yeux, et moins on distingue finalement une image, et plus on recule, plus on distingue des corps plus nettement. Donc en fait, cet objet de désir, faut reculer pour pouvoir mieux le voir et l'apprécier. Et plus on se rapproche, plus on est cramé, quoi. Et c'est une œuvre qui est très drôle en soi parce qu'il y a quand même un truc qui est un peu de l'ordre du ridicule, mine de rien, quand on voit ces mecs super costauds qui se pavanent le torse bombé sur la plage. Cet humour, il est présent également dans une seconde œuvre de Mathieu, donc en rebelote, je me tourne vers toi. Cette œuvre, elle s'appelle Perpète, et alors là, c'est 4444 petites bistouquettes, comme tu les appelles, que tu as réalisées en vidant un stylo 4 couleurs. En le vidant, pas réellement, non. En fait, on peut le dire. on va en dessiner beaucoup plus que 4444, mais 4444 par planche. Comment expliquer ce projet ? Ça part un peu vraiment des codes de l'enfance, qui est aussi une inspiration un peu omnisciente, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans mon travail, où du coup, ça tourne vraiment autour de la naïveté, et l'enfance permet ça, un peu une sorte de liberté sur la pratique, parce qu'à cet âge-là, on fait les choses sans le regard à l'autre, en gros. Du coup, il y a un truc très naïf et aussi très brutal, très frontal et très tendre, qu'on perd en grandissant, malheureusement. Et du coup, sans se rendre compte de ça, moi je suis passé aussi par la case enfance, et avec la relecture de mon expérience aujourd'hui, je m'arrête sur des petits fragments de mon quotidien de l'époque, qui sont aussi un peu ceux de tout le monde, dont ces petites kékettes qu'on dessinait sur un coin de table de manière un peu irrévérencieuse comme ça, et qui pour le coup étaient totalement aussi asexuées, c'est-à-dire que ça concernait les filles comme les garçons d'ailleurs. Et quand on se faisait prendre par l'instit, on avait 1 heure de colle, quoi. Donc le projet se tournait autour vraiment de ce format de punition
que je m'inflige aujourd'hui à plus de 30 ans, où je les dessine un peu comme un prisonnier compterait ses jours en prison, de manière donc très punitive, jusqu'à les recouvrir totalement pour qu'elles deviennent en soi aussi invisibles, quoi. D'effacement, quoi, en gros. Et du coup, il y en a 4444 par planche, pour créer aussi un peu ce côté performatif et vraiment punitif, et aussi pour avoir la même densité sur chaque planche, parce que l'idée c'est de se servir du bic 4 couleurs qui nous accompagne durant toute notre enfance, toute notre scolarité, et de pouvoir complètement faire toutes les combinaisons qui sont possibles de faire avec ce 4 couleurs, au total 15. Voilà, le projet sera fini quand les 15 seront accomplis, en mélangeant les couleurs. Et du coup, les 4444 permettent justement d'avoir un peu la même densité sur chaque dessin, sur chaque planche. Voilà, donc c'est encore aussi quelque part un peu similaire au premier projet des Burn, plus dans le sens où il y a encore une question d'échelle aussi, quelque part, quoi. Il y a une citation de Jonathan Swift que j'aime bien, le mec qui a écrit l'univers, qui disait qu'on dessinait toujours les éléphants plus petits que nature, et les puces toujours plus grandes. Et c'est marrant parce que cette œuvre du coup que tu as commencé il y a quelques années, c'est une œuvre qui devient terriblement actuelle aussi, parce qu'en 2019 il y a 2 activistes femelles qui ont essayé qui ont commencé en fait à proposer à des gens de dessine-moi une bite, vas-y. Et évidemment jusque-là tout le monde s'en sort, et ensuite demandé de faire la même chose avec un clito. Et moi-même, par exemple, j'étais infoutue de dessiner un clito. Enfin, je sais pas si c'est votre cas, mais et donc en fait, on s'est rendu compte que même si dans les livres au collège on aborde la sexualité chez les humains, en fait, il y avait aucun schéma de clitoris. Alors que c'est quand même l'organe féminin, quoi. Et du coup, moi aussi, ça m'a fait. Enfin, ton œuvre m'a tout de suite fait penser à ça, et il y a aussi une espèce d'omnipotence aussi de l'homme, en fait. Malgré toute la tendresse, etc. de ton œuvre, je trouve qu'elle entre du coup très bien dans cette exposition. Et vos œuvres, donc Mathieu et Lénie, même si dans l'exposition, elles nous permettent d'aborder la question des injonctions qui viennent motiver une certaine oppression de l'homme sur la femme, mais aussi de l'homme sur lui-même, elles revêtent une certaine légèreté, donc elles sont aussi très drôles. Elles créent également un terreau fertile pour qu'émergent d'autres masculinités, peut-être plus saines, en tout cas débarrassées des injonctions à tendre vers des corps et des sexualités moins hégémoniques et normées. Romain, on montre une de tes sculptures dans laquelle on devine un corps. Ce corps, il a une position qui propose une certaine plasticité des êtres et surtout un genre beaucoup plus fluide. Du coup, cette sculpture qui est présentée représente une sorte de corps mutant, transsexe, même comme une sorte de divinité, qui est sa présence dans l'espace. De mes origines aussi brésiliennes, il y a un côté très anthropophage dans mon travail que j'essaie aussi de mettre en avant avec ces fragments corporels. Dans ce cas précis, du coup, c'est un ami à moi, danseur, qui a été moulé, donc une empreinte de son corps, avec le sexe rentré à l'intérieur des fesses pour donner justement cette ambiguïté, cette étrange forme à la fin qu'on n'est pas habitué justement à voir, ou en tout cas qui n'est pas dans le code dès le début. Et je voulais justement mettre en avant cette carcasse, ce fragment de corps, comme une sorte de divinité, avec pas mal d'éléments floraux, en tout cas des sortes de bijoux, pour donner un côté précieux aussi à cette personne. Elle aussi a un côté, elle danse un peu dans l'espace, on a l'impression qu'elle est une sorte de danseur, de danseuse, on ne sait pas trop. Et je pense que l'objectif était justement ça, de ramener cette ambiguïté, de confronter ces formes qui ne sont pas du tout liées les unes aux autres normalement. Et cette préciosité, elle se retrouve aussi dans les mains qui viennent comme ça ponctuer ça et là l'exposition aussi. Voilà, les mains peuvent aussi faire penser justement à une déesse qui a plusieurs mains, tu vois, que ce soit Ganesh ou d'autres déesses plutôt afro-brésiliennes comme Iemanjá par exemple. Et elles viennent aussi exactement ponctuer l'espace comme des points rouges. Et elles ont un côté aussi très cher, avec cette couleur rouge. Il y a aussi de l'or qui est mélangé à la résine, donc aussi encore ce côté précieux, en tout cas de l'objet, un peu pimpé même, je dirais. Et les perles et les colliers, qui font aussi référence, en tout cas, à une religion, à un mysticisme qu'il peut avoir dans ces personnages, en tout cas. Qui font penser à des sortes de chapelets, presque. Ouais. Et les mains ont été les mains de Clara, qui est une jeune fille qui m'aide en ce moment à travailler dans l'atelier. Donc voilà, il y a un corps d'homme et 2 mains de femme qui sont mélangées. C'est la seule nana dans l'expo, du coup.
On peut voir ça comme ça. Ouais. À l'inverse de ta sculpture, Romain, qui est assez imposante dans l'exposition, on découvre une toute petite sculpture de Jean, on connaît bien tes formats, qui montre 2 petites fesses, desquelles s'échappe une perle. Ça, c'est une pièce que j'ai commencée il y a quelques années et qui part en fait de la perle. J'avais acheté la perle en premier, j'avais trouvé que c'était un objet extrêmement érotique. Et j'avais voulu travailler avec un matériau que j'avais découvert en bijouterie qui s'appelle la tagua, qui est d'un ivoire végétal. Et j'ai voulu faire un objet qui ressemble à un netsuke. Les netsuke étant des pièces de l'habillement japonais masculin, qui sont des objets souvent très étranges, qui mesurent entre 3 et 7 cm. C'est une petite chose. Et qui sont qu'on connaît dans les musées, du moins en Occident, c'est des pièces de musée qui sont sur des étagères. Et donc j'avais un peu fait le pont entre cette pièce d'habillement et cette perle que je trouvais très érotique, et c'est un objet que j'ai fait dans l'intention de le peindre. C'est un objet que j'ai fait pour moi, pour faire de la nature morte. Et donc c'est un objet que je voulais à la fois étrange et érotique, et ça fait aussi référence pas seulement à la pièce d'habillement européenne, mais aussi à toute l'histoire de la sculpture en ivoire européenne, donc antique, médiévale, jusqu'à l'époque moderne, 17e, 18e siècle, qui sont des objets souvent très étonnants, très étranges, et qui mettent assez mal à l'aise en fait. Ah ouais, c'est ce que tu ressens. Ben souvent, moi je pense beaucoup à des pièces que j'ai pu voir à Dresde en Allemagne, à la Grüngewölbe. Il y a notamment des ivoires qui représentent des hommes en haillons, des hommes pauvres, et dont toutes les pièces de l'habillement, notamment les boutons, sont en diamant. Donc il y a un contraste hyper violent, mais qui interroge vraiment sur ce rapport en fait, notamment avec à la Renaissance, à l'apparition de l'humanisme. Quand on a voulu classer le monde, on a un peu rangé naturalis, artificialis, et c'était un peu les 2 premières branches sur lesquelles on s'est lancé pour classer le monde, avec un projet qui était vraiment, en fait, on pourrait dire en cours, même si ça fait très anachronique. Tout le cabinet de curiosité, en fait, c'est absolument pas un truc décoratif, c'est juste un projet en cours, c'est un bordel, avec l'idée qu'on va réussir à classer le monde et à le ranger. Et du coup, en fait, c'était un peu des premières pièces. C'est tout un travail sur la nature morte que j'ai enclenché, en fait, mais je travaille très lentement. C'est une pièce que j'ai commencé, je pense, en 2015, quoi. Ouais. C'est vraiment, et elle est pas encore finie, en plus. Et du coup, mais tu dis toujours cette idée de, on va peut-être réussir à comprendre le monde. Ouais. En fait, au final, c'est très bête de le dire, mais ce qui compte, c'est pas d'y arriver, c'est juste le chemin, donc c'est pas grave si on n'y arrive toujours pas après 500 ans. Et il y a une seconde œuvre qui est assez érotique dans cette exposition, qui est toujours la tienne, mais toujours de manière très subtile et dans un grand silence presque. C'est une peinture cette fois-ci sur laquelle on voit un jeune homme qui referme sa fermeture éclair, et derrière lui se trouve une fleur. Cette fleur, c'est une orchidée, et c'est grâce à cette fleur qu'il y a une espèce de tension sexuelle qui émerge de la peinture. Oui, je pense que l'orchidée, je l'ai peinte volontairement presque ton sur ton. Elle est assez pas évanescente, mais elle contraste très peu, donc on la voit peu. La peinture mesure 4 cm sur 7, donc elle est, même pour moi, c'est un très petit format. Mon idée quand j'ai peint ce tableau, quand je l'ai commencé en janvier ou en février 2020, c'était d'arriver à utiliser le lapis lazuli. Donc le lapis lazuli étant le bleu de la Vierge Marie. Au Moyen-Âge, il y a toute une histoire du lapis lazuli, la façon dont on était payé en tant que peintre était extrêmement proportionnée aux couleurs qu'on utilisait, le lapis lazuli étant à peu près, voire peut-être même plus cher que l'or. Ouais. Donc ça, c'était très important. Et donc, j'aimais bien cette valeur symbolique du lapis lazuli, qui est assez complexe à utiliser. Il y a une dizaine de couches, avec 3 jours de séchage entre chacune. Ah ouais. Du coup c'est hyper contraignant comme objet à faire. Et après, en fait, moi j'étais pas tout à fait sûr qu'il remontait sa braguette. Il y a aussi la possibilité qu'il la baisse. Mais l'idée de l'orchidée est venue avant ou après la posture du modèle? En fait, il y avait un bout d'orchidée dans la photo d'origine. Moi j'ai pris une autre orchidée que j'ai placée à un autre endroit parce que je voulais vraiment la sublimer. Et ce qui m'intéressait dans l'orchidée, c'est quand même une fleur.
c'est une fleur étrange parce que bon, toutes les fleurs sont des sexes, ce qui est quand même déjà souvent on désexualise la fleur, on en fait un objet joli, mais et je trouve que l'orchidée ça saute au visage avec quel point c'est sexuel. Je dirais elle a un côté gras, elle a un côté un côté tellement érotique, et pourtant on la voit toujours dans les endroits les plus improbables et les endroits les plus asexualisés en fait. Elle a une valeur décorative hyper forte, alors qu'elle est, moi je trouve que parfois c'est très très drôle à quel point elle est érotique. Et j'adore cette fleur pour ça. Merci les garçons d'avoir répondu à mes questions. Merci. Je suis vraiment très très fière vraiment de montrer cette exposition à vos côtés. Chers auditeuristes, si vous dites, si ça vous dit, pardon, je me mélange les pinceaux, pourtant c'était pas très long, de venir la découvrir, il va pas falloir traîner parce que l'expo dure du 2 au 5 juillet, donc elle se termine dimanche. C'est donc on est au Houloc, donc si vous entendez des bruits, c'est un atelier, donc tant pis. Donc c'est donc au Houloc. Si vous voulez trouver sur les réseaux, c'est HOULOC. Je vous mettrai toutes les informations de toute manière en description. Un grand merci vraiment à vous quatre. Merci également à David Walters pour le générique. La semaine prochaine, je recevrai donc vraiment cette fois-ci Apollonia Sokol, comme c'était prévu cette semaine. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.